La méthodologie de la note de synthèse. Il consiste à analyser un dossier, le dossier qui confie un ensemble de documents et on doit présenter de manière synthétique le contenu. Donc, la synthèse nécessite des qualités normalement de rigueur. Et en effet, on doit respecter des contraintes de forme qui sont très strictes et qui font preuve d'une grande objectivité lorsqu'on va restituer les idées du dossier. Donc, la méthodologie comprend 2 points. D'abord, décortiquage du dossier, ensuite, l'établissement d'un plan et la rédaction de la synthèse. Donc, le premier point, il concerne comment on va décortiquer le dossier. D'abord, on va étudier le dossier en premier lieu et en deuxième lieu, on va réaliser ce qu'on appelle le relevé d'idées. Ça veut dire qu'on va relever les idées. Donc, on va traiter chaque point. Concernant l'étude du dossier, on commence par l'analyse du sujet. Ça veut dire qu'il concerne quel point de notre programme. On va considérer également les mots clés pour identifier le thème. Par exemple, s'il y a des mots italiques en gras, on va faire une attention particulière au titre, ce titre, les résumés d'articles, etc. Ça veut dire on va repérer le sujet concerné. Pourquoi? Pour parvenir à comprendre d'abord le sens général de chaque document. Chaque document, il parle de quoi? Et on va évaluer l'adéquation de chaque document avec l'intitulé du sujet. Ça veut dire on va lier chaque document à notre sujet. Et ensuite, on va déterminer un ordre de lecture du document par priorité, c'est-à-dire selon la nature et l'importance de chaque document. Donc, après, l'étude de dossier se poursuit par une analyse plus approfondie du texte. Celle-ci doit être sélective, c'est-à-dire les passages qui n'ont pas un rapport avec le sujet, c'est à ignorer, à négliger. Quelques phrases, quelques passages qui ne concernent pas notre sujet de synthèse, c'est à ignorer. Puis, on va procéder paragraphe par paragraphe pour distinguer entre les éléments essentiels et les éléments secondaires. C'est bon? Donc, on a 3 points. On va ignorer quelques passages, on va désigner quelques passages comme essentiels et autres passages comme secondaires. Ensuite, l'étude dossier conduit à un deuxième point, c'est-à-dire un relevé d'idées. Donc, deuxième point, comment on va relever les idées. C'est quoi? C'est l'aboutissement de l'analyse des différents documents décortiqués, déjà décortiqués par ordre d'importance. Dans ce cas, on peut utiliser plusieurs méthodes. Normalement, la méthode la plus intéressante, c'est la méthode des colonnes. Par exemple, on va présenter sous forme d'un brouillon des colonnes, soit d'une manière verticale ou bien horizontale. Verticalement, par exemple, la première colonne, il concerne l'introduction, 3 colonnes, document 1, 2, 3, et la dernière colonne, il concerne la conclusion. Et on peut ajouter une autre colonne pour utiliser nos connaissances acquises, les informations personnelles qui n'existent pas dans les documents. Et le deuxième exemple, par exemple, comme ça, comme vous voyez, donc une case pour l'introduction, puis le milieu pour les idées qu'on a relevées des 3 documents, et la dernière case sera consacrée à la conclusion. Donc, là, on doit éviter 2 erreurs. C'est-à-dire, on ne doit pas être trop sélectif. C'est-à-dire, on va prendre seulement quelques idées et on va délaisser autres idées qui sont, par exemple, importantes, qui pourraient être importantes. Et au contraire, on ne doit pas être peu sélectif, c'est-à-dire trop étoffé. Chaque idée, on va l'écrire dans les colonnes. Et avoir un nombre d'idées trop élevé. Donc, il faut éviter les 2 extrêmes. Puis, il faut faire attention à ne pas recopier des extraits du dossier.
éviter ce qu'on appelle les paraphrases. C'est bon? Donc, on doit utiliser notre style et rester fidèle au texte, c'est-à-dire au document. Autre chose, concernant le relevé d'idées, ils doivent être exploités d'une manière à ne pas revenir à chaque fois au dossier, c'est-à-dire sans être obligé de revenir au dossier. Après avoir effectué cette étape, on va passer à l'établissement d'un plan de synthèse et la rédaction. Donc, le plan et la rédaction concernent 2 points. C'est construire un plan, puis la rédaction de la synthèse. Donc, concernant le plan qui doit être détaillé, les éléments qui ont été relevés, ou bien les idées qui ont été relevées, doivent s'intégrer dans les différentes parties et sous-parties. Donc, on va être amené à considérer les liens entre les parties, ça veut dire élaborer les grandes lignes de la synthèse. Donc, on doit essayer de prendre du recul, que le plan doit être en adéquation avec le dossier et le sujet. Ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas passer à ce qu'on appelle le hors-sujet. Et le plan doit être équilibré. C'est un point très important. C'est-à-dire, les parties et les sous-parties doivent être équilibrées ou bien cohérentes. Ça veut dire, une partie, on a 10 lignes, donc deuxième partie, 10 lignes. Il y a un seuil de tolérance d'une ligne ou bien 2 lignes pour montrer l'intérêt de chaque partie. Donc, dans l'établissement du plan, on ne recherche pas la complication, il doit être tout simplement logique, clair et facilement compréhensible. Il est préférable d'analyser dans la première partie les causes, par exemple, et les données correspondantes, et dans la deuxième partie, on peut présenter les conséquences et les solutions possibles. C'est la présentation classique. Première partie concerne les causes, deuxième partie concerne les conséquences et les solutions. Ou bien, on peut avoir la première partie qui concerne les caractéristiques, deuxième partie qui concerne les effets. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre la juxtaposition des parties et des idées. Ça veut dire qu'ils doivent être cohérentes, il y a une liaison entre les deux. Donc, normalement, on peut avoir 2 ou bien 3 parties, mais en général, souvent les synthèses, ils se composent de 2 parties. Le plan doit être clairement apparent sur la note. Et on peut bien sûr utiliser la numérotation. Donc, après avoir élaboré le plan de la synthèse, on part tout simplement à la rédaction. Donc, il doit être, l'ensemble de la note doit être rédigé. Il convient d'adopter un style impersonnel, c'est-à-dire l'emploi de la première personne je, pareil je, il est à bannir. C'est-à-dire, on peut utiliser et les conseiller, et les préférables, et les recommander, c'est-à-dire l'utilisation d'un style impersonnel. Il faut également rester neutre, sans prendre une position quelconque dans le sujet. Donc, la neutralité ou bien l'objectivité. Et en général, la synthèse comporte, comme vous savez, l'introduction, le développement et la conclusion. Par exemple, l'introduction a 3 fonctions. Normalement, on peut avoir 3 parties ou bien 3 paragraphes dans l'introduction. Une phrase d'attaque pour éveiller l'intérêt chez le lecteur, c'est-à-dire on va traiter le sujet, on commence par une définition par exemple, ou bien une phrase d'accroche concernant l'intérêt du sujet. Et on doit également présenter la masse théorique, c'est-à-dire expliciter le problème d'actualité, l'intérêt du sujet, il est lié à quelle théorie en général. Puis on annonce les questions et le plan de notre synthèse. Concernant le développement, il est rédigé à partir d'un plan. Donc, on a dit qu'on doit avoir des parties et des sous-parties, possibles numérotées, et ils doivent refléter clairement la structure du devoir. Par exemple, on ne peut pas commencer par les conséquences, puis les causes. Donc, l'enchaînement d'idées, c'est à respecter avec des liaisons
Par exemple, on peut dire d'une part, d'autre part, voilà, cependant, premier lieu, deuxième lieu, etc. Les phrases ou bien les mots de liaison. Et à la fin de chaque partie, pour présenter la partie suivante, on peut annoncer brièvement les sous-parties qu'on va traiter avec les transitions nécessaires qui séparent les deux parties. Et concernant la conclusion, normalement, c'est à la hauteur de 10 lignes, entre 5, 6, maximum 8 lignes. On doit énoncer d'abord l'idée essentielle dégagée dans le dossier, le sujet, premier paragraphe. Puis, on va réaliser ce qu'on appelle l'ouverture ou bien l'élargissement du sujet dans le deuxième paragraphe. Donc, voilà la note de synthèse. En général, c'est un exercice spécifique permettant de mettre en valeur les qualités d'analyse grâce à l'étude d'un dossier et sa rigueur dans l'obligation qui lui est faite de respecter des conditions de forme très précises. Donc, on va voir cette démarche ou bien le déroulement de l'établissement d'une synthèse à travers un exemple qui concerne l'économie générale. Par exemple, on a déjà vu dans le contrôle 3 documents qui concernent la politique budgétaire, dépenses de compensation, les recettes fiscales à travers les taxes sur les hauts revenus. Donc, la synthèse sur le sujet concerne, voilà l'énoncé. Le déficit budgétaire au Maroc ne cesse de se creuser ces dernières années. Donc, après avoir présenté les causes de son aggravation, préciser, apprécier les actions prévues par l'État pour y remédier. Donc, la présentation, il est déjà donné à respecter. Donc, dans l'introduction, tout simplement, on doit montrer l'ampleur du déficit budgétaire avec la problématique et le plan. Le développement, il est clairement annoncé, c'est-à-dire les causes de l'aggravation et, deuxième partie, l'appréciation des actions budgétaires. L'appréciation, lorsqu'on dit appréciation, ça veut dire on doit montrer l'action, puis on va montrer la conséquence ou bien la valeur, l'évaluation de cette action, puis la conclusion. Donc, dans l'introduction, on peut commencer par la définition du déficit budgétaire, voilà, ou bien le besoin résiduel de financement de la loi de finances, c'est-à-dire lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes. L'utilité de cet indicateur, comme quoi c'est un indicateur macroéconomique très important qui permet de montrer l'ampleur du déficit sur le PIB. Puis, on va présenter comme quoi l'évolution du déficit budgétaire au Maroc. Par exemple, elle a atteint un tel pourcentage en 2017, par exemple, et elle a dépassé un autre pourcentage en 2018. Donc, et on va présenter comme quoi il y a une aggravation de ce déficit budgétaire. Puis on pose les questions, quelles sont les causes de l'aggravation et quelles sont les mesures prévues par les autorités. Et finalement, on doit annoncer le plan, partie 1, partie 2. Pour le développement, voilà, on va exploiter les documents, les causes d'aggravation. On commence par une phrase, par exemple, les dépenses publiques progressent de manière plus importante que les recettes. Dans ce cas, on a une aggravation. Donc, la hausse des charges de compensation. Pourquoi? Sous l'effet de l'augmentation du cours de matières premières, produits énergétiques. Ainsi, les subventions reconnaissent les produits de base qui ont atteint, par exemple, 55 milliards, dépassant pour la première fois les dépenses d'investissement. Ensuite, deuxième dépense, c'est la masse salariale, les salaires des fonctionnaires, qui a coûté, par exemple, plus de 2,5 milliards de dirhams de l'État. Finalement, il y a autre document qui parle des recettes fiscales. Donc, c'est le repli des droits de douane sous l'effet du démantèlement tarifaire. Pourquoi? Suite aux différents accords de libre-échange signés par le Maroc, et on donne des exemples, par exemple avec les États-Unis, la Turquie, etc. Deuxième partie qui concerne le développement, les actions prévues par l'État pour pallier à cette dégradation du déficit budgétaire. Donc, d'abord, il y a la décompensation des produits de base
à travers une réforme du système de subvention, ce qui permettrait à l'État d'économiser, par exemple, 24 milliards. Mais là, il y a l'appréciation. Ceci risque de provoquer une flambée des prix insupportables, une baisse de compétitivité des entreprises qui ont été déjà bénéficiaires de ces subventions. Ensuite, deuxième point, on parle des recettes fiscales. La nouvelle taxe prévue sur les hauts revenus, elle augmentera les recettes publiques, certes, mais elle risquera de provoquer une baisse de la consommation et de l'épargne de cette catégorie. Et finalement, les conclusions, on peut présenter brièvement l'idée en général qui concerne la dégradation du déficit budgétaire. On peut dire que ces actions sur les recettes et les dépenses seraient-elles efficaces, facilement applicables et surtout, sont-elles suffisantes pour alléger le déficit budgétaire? C'est bon? Et on peut par exemple présenter la complémentarité également de cette politique avec la politique monétaire pour réaliser les objectifs finaux.